Bonjour, nous sommes le mardi 17 novembre 2020. Et là, je voudrais vous parler de mon dernier livre. Et mon dernier livre, c'est pas celui qui est sorti en librairie, enfin en librairie, le 15, c'est-à-dire il y a 2 jours, qui était donc j'en parle déjà au passé, le tome 2 des aventures de Monsieur Trump, que j'ai intitulé La chute de la météorite Trump. Et le deuxième volume s'appelle Haute trahison. Le premier s'appelait Un objet populiste mal identifié. Et celui-là, j'ai mis la dernière patte dans les tout premiers jours de septembre. Non, je parle d'un livre que j'ai terminé d'écrire samedi dernier. Et puis je l'ai déposé. Maintenant, tout ça se fait numériquement. Je l'ai déposé le manuscrit chez l'éditeur. Et c'est un soulagement parce que c'est un travail énorme, un livre. Même quand c'est comme celui-là, oui, un, un livre sous la direction de. C'est un livre collectif sous la direction de Paul Jorion. Il y a une dizaine d'auteurs. Et ça s'appelle Humanism and its Discontents. Um, the Rise of Transhumanism et Posthumanism. Voilà. J'ai copié le titre sur celui qu'on avait donné au livre de Freud, Malaise dans la civilisation. J'ai donc appelé l'équivalent en anglais de malaise dans l'humanisme. Et voilà, l'ascension du transhumanisme et du posthumanisme. Et donc, il y a une dizaine d'auteurs et il y a des papiers qui sont vraiment très très bien. Enfin, ils sont tous très bien. Ils sont vraiment tous très bien. Ça fait partie du processus voilà, de rassembler tout ça et d'avoir un volume qui se tient, de lui donner une bonne architecture, de lui donner une bonne armature, c'est-à-dire que voilà, que les chapitres soient rassemblés dans des parties où ils font sens les uns par rapport aux autres. Et j'ai fait il y a un papier à moi. Au départ, voilà, j'avais simplement un papier comme les autres. C'était un papier voilà, du colloque qui avait eu lieu à l'Université catholique de Lille en juin 2018. Et 2 volumes ont été faits. Un volume des papiers qui avaient été présentés en français, qui va paraître aux presses de l'Université de Namur. Et moi, je me suis occupé de ceux qui avaient été présentés en anglais pour en faire un beau volume. Donc j'avais fait un papier comme les autres. L'éditeur, qui est Palgrave Macmillan, m'a demandé de faire une bonne introduction, voilà, d'une vingtaine de pages. Et puis il s'est fait, et je vous en parlerai, que j'ai dû intervenir par la suite et que j'ai encore 2 chapitres supplémentaires. Alors, le fait que l'éditeur soit Palgrave Macmillan, ça me fait très plaisir personnellement. D'abord parce que vous l'apercevez là, à ma gauche au fond, ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, il y a beaucoup d'ouvrages d'anthropologie du 19e siècle. C'est une collection que j'ai faite à l'époque où j'étais voilà, à Cambridge et j'avais accès à des bouquinistes où on trouvait pas mal de choses. J'ai aussi récolté des livres de lait de mes vieux professeurs décédés, qui eux aussi avaient des très beaux livres sur l'histoire de l'anthropologie britannique en particulier. Et là, il y a beaucoup de ces livres qui ont été publiés chez Macmillan. Et Macmillan, c'était aussi, bon, le fils Macmillan était un ami de John Maynard Keynes, et donc lui, il a publié, les livres de Maynard Keynes ont été publiés essentiellement chez Macmillan aussi. Donc voilà, c'est un éditeur prestigieux, ça me fait très plaisir d'être publié chez Palgrave Macmillan, même si maintenant tout ça fait partie du grand consortium Springer, mais c'est pas grave, c'est toujours d'édition, travail bien fait. Quand vous verrez la couverture, vous verrez que voilà, tout ça est pris très sérieusement. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle justement voilà, du transhumanisme et du posthumanisme. Et moi, j'ai voulu inclure le méta-humanisme de Stefan Lorenz Sorgner, un jeune philosophe allemand très connu dans le milieu de la philosophie contemporaine. Et il y a un papier du regretté Bernard Stiegler. Il y a l'architecture générale, c'est voilà. On parle de l'idée de l'humanisme même. Et cet humanisme, dans notre culture, il vient essentiellement de 2 passages bibliques
qui sont tous les deux dans le livre de la Genèse. C'est celui où Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image et où il donne à l'homme, l'espèce humaine, le droit de dominer l'ensemble des créatures et de les mettre à son service. Voilà. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais vous le savez, il est venu un moment à la Renaissance, essentiellement chez nous, où on a remis en question cette idée d'homme à l'image de Dieu. Des doutes sur un Dieu démiurge, créateur du monde, sont apparus. Ça n'a pas été sans querelle, vous êtes au courant. Et l'esprit des Lumières, lui, il est apparu en mettant entre parenthèses cette idée de l'homme à l'image de Dieu. On a vu apparaître en particulier chez Rousseau l'idée de l'homme perfectible, la perfectibilité du genre humain, qui lui permet à l'homme, avec une majuscule, bon, c'est dans la perspective classique, de dépasser les bornes qui paraissaient être ses bornes à lui. Et bien entendu, le projet transhumaniste actuel essaye de pousser encore bien au-delà ce que Rousseau pouvait avoir en tête en permettant une cyborgisation, un mélange de technologie avec nous-mêmes, qui est déjà là, bien entendu. Moi, je vous regarde là avec des yeux dont les cristallins sont en plastique. Je suis, d'une certaine manière, déjà un cyborg. Si vous avez des morceaux de hanche qui sont en titane ou des choses de cet ordre-là, vous savez de quoi je parle. Nous sommes déjà en grande part bricolés, enfin quand on a dû nous remplacer des choses, et nous sommes dans la voie qui s'était engagée là. L'esprit des Lumières s'accommodait lui toujours de cette idée de l'homme maître de la nature, la dominant et la mettant à son service. Et ça, c'est un truc qui a duré jusqu'à relativement récemment, dans les années, à partir des années 60-70, deux courants essentiellement sont apparus qui ont remis ça en question. Donc le transhumanisme d'un côté, le posthumanisme de l'autre. Il y avait déjà comme ancêtre à tout cela. Et souvent, et les posthumanistes, et les transhumanistes, et les méta-humanistes du genre de Zortner, renvoient tous, d'une manière ou d'une autre, au surhumanisme de Nietzsche, à ce surhumain dont il parle, c'est ce surhomme dont il parle surtout d'ailleurs dans je dirais dans ses écrits qui ont été des écrits publiés à titre posthume, comme Ecce Homo ou l'Antéchrist, à la période où il est en train de basculer dans la folie. Et en effet, ces deux textes, l'Antéchrist et Ecce Homo, sont des textes mégalomanes. Mais il met en avant cette idée d'un homme surhumain. Et il insiste bien que c'est pas l'idée, dit-il, n'est pas du tout que de nouvelles générations soient des générations de ces surhommes, de ces supermen, Übermensch, mais que certains d'entre nous deviennent comme cela. Donc il y a une idée véritablement élitiste là-dedans. Les travaux récents qui sont intéressés à la folie de Nietzsche ont mis entre parenthèses cette idée que ce serait la syphilis qui serait responsable de sa folie. Il n'aurait pas survécu 10 ans au stade terminal de la syphilis. Et les analyses récentes, à partir essentiellement de sa correspondance, soulignent qu'il s'agissait de ce qu'on appelle maintenant un junkie dans le vocabulaire, un addict, quelqu'un accro aux drogues dures, et qui a probablement qui s'est cramé le cerveau pour parler dans un langage un petit peu argotique. Ce surhumain, mais c'est surhumain de la manière dont, évidemment, Nietzsche, qui était un génie, dont il en a parlé, peut servir de source d'inspiration, en tout cas à ces réflexions qui sont devenues le transhumanisme et le post-humanisme. C'est dans un très beau texte de Stefan Zweig de 1925, si j'ai bon souvenir, où il parle de Kleist, il parle de Hölderlin et il parle de Nietzsche comme
comme les penseurs du démonique, dit-il. C'est le démon. Ce sont des penseurs qui nous parlent du démon qui est en nous, voilà, l'aspect noir, l'aspect gothique à l'intérieur de chacun de nous-mêmes. Et c'est ça, dit-il. C'est ça, dit-il, qu'on voit apparaître en surface chez Kleist, Hölderlin et chez Nietzsche. Je crois que c'est une très bonne analyse. Ce n'est pas ce méta-humanisme de Zorgner, pour moi, ce n'est pas autre chose. C'est le dark, l'aspect obscur en chacun de nous. Donc ce n'est pas quelque chose de neuf. Mais bon, qu'est-ce que font le transhumanisme et le posthumanisme? Le transhumanisme, après le vacillement qui était celui de l'esprit des Lumières, où, quand on a commencé à remettre en question précisément cette idée de domination de l'homme sur la nature, quand on s'est aperçu, et c'est surtout la crise autour de la bombe atomique en 1945, que la technologie n'était pas simplement une bonne chose. On savait déjà qu'il y avait des armements, on savait déjà qu'on avait inventé la poudre à canon et puis toutes les armes les plus perfectionnées. Mais quand on a pensé à la bombe atomique qui nous pouvait, dans un contexte de guerre froide, entièrement nous faire disparaître de la surface de la Terre, la question s'est posée de la technologie. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Est-ce comme les langues d'Ésope, à la fois le bien et le mal? Est-ce, comme le souligne Derrida d'abord et Stigler ensuite, un pharmacone, c'est-à-dire qu'à petite dose, c'est quelque chose de formidable et c'est un médicament, et à dose plus puissante, c'est un poison, c'est quelque chose qui peut nous tuer. Qu'a fait le transhumanisme? Le transhumanisme, il a recollé avec l'esprit des Lumières. Il a dit non, on a eu, on a eu une hésitation là dans les années 45. Il y a beaucoup de gens, je dirais les anti-technologies, parce qu'ils sont anti-modernistes dans le sillage de Heidegger, qui nous ont dit que c'était une mauvaise chose, mais en fait non, c'est formidable. D'ailleurs, c'est ça qui va nous sauver. Et donc, on va aller coloniser les planètes, on va essayer de réparer la Terre, on va essayer de faire, comme dit le directeur de Microsoft la semaine dernière, tout le gaz carbonique que la compagnie Microsoft a envoyé dans l'atmosphère. Elle va maintenant, utilisant les nouvelles techniques modernes, elle va le faire revenir, elle va l'enlever, elle va s'excuser de ce qu'elle a fait depuis 1975. Non seulement son bilan carbone sera négatif à partir de, qu'est-ce qu'il dit, 2030, mais à partir de ce moment-là, on va enlever tout le dégât que nous avons fait également. Donc le transhumanisme, c'est un retour à l'optimisme. On recolle à l'optimisme de la perfectibilité, on recolle à l'idéal de lumière. Ceci dit, pour la perfectibilité, et ça j'y insiste dans un de mes articles, c'est dans l'introduction, quand on regarde un peu ce que dit Rousseau sur la perfectibilité de l'être humain, là aussi il dit que c'est comme les langues d'Ésope, c'est une bonne chose d'une certaine manière. De toute façon on ne pouvait pas l'éviter parce que c'est dans la nature, en germe, en dormance dans l'être humain, de se perfectionner. Il suffit que des événements extérieurs arrivent, et d'ailleurs il dit il suffit, c'est le simple fait de l'inclinaison de l'écliptique, c'est le fait qu'il y ait des saisons qui nous a obligés à devenir inventifs pour pas avoir trop froid en hiver, pour protéger le grain contre les rats et les insectes qui voudraient le manger à notre place, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le transhumanisme. Il recolle avec cet idéal, même si Rousseau nous avait prévenu que le danger de cette perfectibilité, il est là, et que d'une certaine manière, dit-il, de même que le fait de vivre, le fait d'être engagé dans cette perfectibilité nous apporte de manière inéluctable une certaine décrépitude, c'est le mot qu'il emploie. Donc déjà, même chez Rousseau, qui est considéré comme la personne qui a introduit cette idée de perfectibilité en réponse, bien entendu, à l'image de l'homme, de la métaphore de l'homme à l'image de Dieu.
se méfiant, nous disant de nous méfier de ce qui pourrait se passer, et ben, le fait est qu'il avait bien raison. Le posthumanisme, que fait le posthumanisme, c'est plus difficile de cerner le posthumanisme parce qu'on appelle le posthumanisme des tas de choses extrêmement différentes. On peut même utiliser l'étiquette de posthumanisme à propos voilà, de nous remplacés par des robots, ou entièrement remplacés, ou bien en ayant downloaded, comme on dit, téléchargé la personne que nous sommes sur des disquettes et associé à des robots, et voilà, que nous serions essentiellement à base de silicium plutôt que de carbone. Le posthumanisme est lié à l'idée qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette idée, d'abord de l'homme maître de la nature. Nous sommes un grand ensemble, Spaceship Earth, comme disaient les hippies, voilà, vaisseau spatial Terre, l'image de Gaïa, ensuite les animaux, pourquoi, dans la mesure où ils souffrent comme nous, et on voit bien qu'ils souffrent, même s'ils ne peuvent pas parler pour le dire, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas une personnalité de la même manière que nous le faisons, et ainsi de suite. Énormément de variétés du posthumanisme, plus difficile d'en parler comme d'un ensemble, parce que beaucoup de groupes de pression sont venus avec leur propre critique de l'humanisme, dans une perspective de genre, par exemple, ou dans une perspective justement d'étendre à la notion de vivant tout entier l'idée d'une personnalité, des choses de cet ordre-là. Alors voilà, donc ça c'est le livre, tout ça est bien expliqué, parfois de manière extrêmement détaillée par l'ensemble des auteurs. Alors, je vous ai déjà parlé de mon introduction. Il y a un très beau papier de Marius Doribantu, justement sur les aventures de cet Homo imago Dei, l'homme à l'image de Dieu. Des aventures, de sa disparition d'une certaine manière, de son recul en tout cas, et il s'intéresse à que fait l'Église aujourd'hui avec cette notion-là. Est-ce qu'elle essaye de la reformuler? Est-ce qu'elle essaye de la maintenir? Papier vraiment très très intéressant. Suzanne Lindberg, un papier là où elle essaye de différencier ce transhumanisme et ce posthumanisme de la pensée, justement dans la lignée Jacques Derrida, de la déconstruction, et avec Stigler, bien sûr, comme un représentant de ce courant. En quoi est-ce que cette réflexion à propos de l'humanisme, qu'on voit par exemple chez Foucault dans les mots et les choses, quand il parle de la fin de l'homme comme nous l'avons conçu, mais et qui veut dire l'homme de zut, enlightenment, l'homme des Lumières. Une comparaison par Suzanne Lindberg de cette réflexion-là, de type déconstructionniste à la Derrida par rapport à ces réflexions transhumanisme et posthumanisme. C'est plus pertinent en comparaison avec le posthumanisme qui, en fait, a une certaine parenté avec cette pensée déconstructionniste. Et je vous dirai un mot supplémentaire. Qu'est-ce que nous avons encore? Une très belle réflexion d'Alexander Thomas, sur le rapport entre le capitalisme et ses posthumanismes et ses transhumanismes, une réflexion très profonde, très bien étayée, avec beaucoup d'exemples. Il remet en question en particulier un certain nombre de transhumanistes parmi je dirais, leur avant-garde, où ça flirte souvent avec l'eugénisme, avec une pensée peut-être même exterministe, pour ceux qui n'accepteraient pas d'avancer dans le moule. Ça c'est pour Alexandre Thomas, un papier de Salomé Bourg, qui elle s'intéresse au rapport entre les premiers manifestes transhumanistes, en particulier celui de Max More et de Natasha Vita-More, les liens que cela entretient avec l'ultralibéralisme, avec la pensée ultralibérale de Ayn Rand, de Karl Popper,
de Murray Rothbard, donc de cette pensée ultralibérale libertarienne. Un courant important du transhumanisme trouve là sa source, et on en voit les relents, je dirais, ou voilà, certains aspects dans les réflexions, par exemple, d'Elon Musk ou de Ray Kurzweil, ces industriels liés à Google et l'autre à sa compagnie SpaceX et d'autres compagnies d'exploration de l'espace ou d'intelligence artificielle, des liens intellectuels, historiques entre le libertarianisme, la pensée ultralibérale et ce transhumanisme. Une réflexion d'Hélène Janin sur ce qui est l'état devenu de la peau. La peau à laquelle on autorisait à la limite un chirurgien d'entrer à l'intérieur. Il y avait des bagnards qui se tatouaient ou qu'on tatouait, c'était eux qu'on tatouait pour que le monde sache qu'ils étaient dangereux. Après, il y a eu une certaine fierté dans le tatouage, et le tatouage maintenant s'est répandu dans la population. Le piercing, on ne respecte plus la peau comme on le faisait autrefois. On propose même de mettre des puces numériques en dessous de la peau et des choses cet autre-là. Bon, une réflexion historique et voilà, très agréable à lire d'Hélène Janin là-dessus. Ensuite, on a un papier donc de Bernard Stiegler qui remet en question l'idée même d'intelligence artificielle dans une logique, je dirais, extrêmement derridienne du supplément, de dire que l'intelligence c'est déjà un supplément par rapport à une nature humaine qui serait une sorte de, comment dire, de cire vide, de plaque vide sur laquelle rien ne serait inscrit et où l'intelligence apparaîtrait comme une première couche avec l'écriture, la parole, et l'intelligence artificielle, dit-il, en fait c'est une couche supplémentaire, mais elle est dans une longue généalogie. Je dirais c'est dans cette comment dire, dans cette pensée où la technique n'est pas en extériorité par rapport à nous. Donc on n'est pas chez Heidegger ici. Chez Heidegger, pour qui la technologie, c'est une maladie qui nous est arrivée. Chez Stiegler, la technologie, voilà, ça fait partie des choses qu'on fait, et cette notion d'artificialité, elle est artificielle, elle ne devrait pas avoir lieu. Ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, et il n'y a pas de différence entre le naturel que nous sommes et l'artificiel que nous ferions. Qu'est-ce qu'il y a encore comme papier? Il y a encore un papier de Clément Vidal et Francis Eligen sur la nécessité de repenser la question même de l'éthique. Il souligne à quel point l'éthique traditionnelle est liée à un certain type de valeurs de société dans laquelle en réalité nous ne sommes plus, et qu'il faudrait réfléchir. C'est propre à leur réflexion, elle est très intéressante, une éthique qui vaudrait pour tout le monde, y compris des extraterrestres qui viendraient nous visiter. Il faudrait aussi qu'eux se trouvent à l'intérieur même du même système éthique que le reste de nos populations à nous. Et alors, bon, j'en ai pas parlé tout de suite, mais il s'est passé la chose suivante, c'est que Zorgner avait proposé un papier et il l'a retiré. Alors, on se trouvait dans une position, enfin, je me trouvais dans une position délicate parce que le contrat était déjà signé avec l'éditeur anglais, Paul Grave. Qu'est-ce qu'on allait faire? Et là, j'ai pensé à la chose suivante. On avait déjà eu l'occasion en 2018, Zorgner et moi, de faire un débat. On avait appelé ça une disputatio, c'est-à-dire que j'allais remettre, il allait faire une présentation et moi j'allais remettre en question entièrement son approche, j'allais tenter de détruire sa position. Et il m'avait répondu, et puis je lui ai répondu encore une deuxième fois. Et on a refait cela, on a refait la disputatio. Pourquoi disputatio? C'était la manière dont les grands débats sur les grandes questions se déroulaient au Moyen-Âge durant la période médiévale, dans les universités, dans le cadre de la scolastique. Vous le savez sans doute, on ne disait pas ce que, voilà, comme aura pu faire René Thom et Elia Prigogine, est-ce qu'il y a déterminisme ou non? On posait une question dans un cadre biblique,
Et c'est ça qui nous a produit ces grandes questions dont on se moque maintenant, simplement parce qu'on ne sait plus de quoi ça parlait, sur le sexe des anges, sur combien d'anges on peut mettre sur la pointe d'une aiguille. La question qu'il fallait résoudre, c'était est-ce que les mots abstraits, comme la justice, les anges, est-ce qu'ils ont quand même une certaine matérialité? Alors la réponse là, vous le savez, ou vous ne le savez pas, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, sur la pointe d'une aiguille, on peut mettre soit un nombre limité, soit un nombre illimité d'anges. Sinon, aucune matérialité, on peut en mettre une infinité, puisqu'il n'y a pas de problème de place, de se bousculer. S'ils ont une certaine matérialité, alors il y a un nombre fini d'anges qu'on peut mettre sur la pointe d'une aiguille. Toutes ces questions-là ont été très importantes, ou alors la question voilà, des futurs contingents. Est-ce que Dieu lui-même connaît déjà l'avenir? Dieu qui sait tout, est-ce qu'il connaît l'avenir de toute chose? C'était donc le grand débat sur les futurs contingents qui avaient eu lieu à Louvain au XVe siècle et qui avait conduit, le débat était tellement chaud, à ce qu'on interrompe les cours pendant 10 ans en raison des manifestations en sens divers des professeurs et des étudiants. Et là, finalement, ce débat entre Zorkner et moi, il est très intéressant parce que c'est vraiment deux types de pensées qui s'affrontent. Sa pensée à lui, le méta-humanisme, j'en ai déjà un peu, je n'ai pas mentionné ça dans des discussions, déjà dans des commentaires dans mon blog. Il y a ce que moi j'appelle une sorte de dérive dans la philosophie, une sorte de relativisme absolu. Il m'attaque en particulier sur le fait que j'invoque la vérité. Et je le fais comme vous me voyez le faire, comme je l'ai fait en particulier dans ce livre donc, qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées. Je considère que la vérité, c'est un concept historique. On sait à quel moment ça apparaît dans notre culture. On le voit apparaître dans un dialogue chez Platon. On voit Aristote essayer de formaliser, comme on dit, cette question de la vérité, et on avance. Mais maintenant apparaissent un certain nombre, voilà, je dirais, d'iconoclastes qui disent, comme Zorgner me dit à moi, le fait d'invoquer la vérité, c'est une pensée totalitaire qui a rapport avec le racisme, avec le sexisme, et là, tenez-vous bien, avec le fait d'être hétérosexuel. À mon avis, là, il y a une catastrophe qui est en train de se produire à l'intérieur même de la philosophie, de gens qui invoquent essentiellement Nietzsche et Heidegger pour justifier des positions, à mon avis, indéfendables. Il le dit d'ailleurs, Zorkner, il le dit carrément. Il dit mon perspectivisme fait qu'il n'y a aucune différence dans sa perspective. Il répète le mot de perspective entre l'humanisme de type classique et la pensée de Pol Pot ou de Hitler. Alors là, il me semble que c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer, et je ne laisse pas passer, je l'attaque assez violemment. Il y a donc un débat assez houleux, je dirais, entre lui et moi. J'ai l'impression très honnêtement, de m'en tirer beaucoup mieux que lui. Quand il nous donne l'exemple voilà, d'extension possible de la personnalité telle qu'elle est reconnue aux êtres humains par définition, et qu'on pourrait peut-être étendre à d'autres créatures ou même à des objets, il prend l'exemple d'un orang-outan à qui on a accordé la personnalité juridique en Argentine dans un procès où on a accordé la liberté à cet orang-outan. Donc pour la première fois dans l'histoire, un orang-outan, un grand singe, un singe anthropoïde, a été traité comme un être humain. Et là, moi, je n'ai pas, il me semble que j'ai aucune difficulté à attirer son attention que le système même de la justice, dont il évoque l'exemple à propos de cela, ne peut pas fonctionner sans la notion de vérité. On fait venir des gens pour un procès, c'est à partir de l'idée de est-ce que les choses se sont vraiment passées ou non. On ne peut pas dire oui, monsieur le juge, vous dites vraiment donc que vous avez une pensée totalitaire d'inspiration hétérosexuelle. Non, ça ne passerait pas. On demande au condamné, à l'inculpé, est-ce que ça s'est vraiment passé quand le témoin dit que vous étiez à telle heure, à tel endroit, est-ce vrai ou faux? On ne pourrait pas mettre ça entre parenthèses. On demande aussi à la personne, et même au témoin, pas nécessairement à un inculpé,
c'est qu'on comprend bien la distinction entre le bien et le mal, et on exige de nous dans les cours que nous fassions la distinction et que nous sachions distinguer vraiment si quelque chose est bien ou mal. Voilà, bon, c'est un, voilà, comme dit Suzanne George, c'est écrire un livre, c'est comme une grossesse, et voilà, après le bébé est né, c'est un gros effort, et comme une naissance, on a envie d'en parler, de dire ce qu'on a fait, et le plaisir qu'on a eu à le faire, et on essaie de mentionner quand même au passage que c'était un gros effort pour y arriver. Donc, je ne sais pas exactement quand ça va paraître, mais donc le manuscrit a été déposé, ça devrait aller relativement vite. Je crois que c'est un livre qui pose bien cette question du transhumanisme et du post-humanisme en tant que critique de l'humanisme de type classique. Je crois que toutes les questions importantes sont posées, sont sur le tapis, même si des positions extrêmement polarisées s'affrontent, comme en particulier dans cet affrontement entre Zogner et moi-même. Voilà, je vais arrêter là. À bientôt, je vous parlerai d'autre chose. Allez.